Bienvenue à tous. En tout cas, j'ai la grande joie de vous présenter Aude, donc qui est philosophe de formation, qui est postulatrice de la cause de canonisation de Jérôme Lejeune depuis 2012, ce qui lui a valu d'habiter à Rome quelques années pour la phase romaine du procès. Alors pour aller très vite dans le sujet, vous avez écrit cette biographie qui se lit comme un roman. Comment avez-vous procédé pour cela ? C'est ce que j'espère en tout cas. C'est les premiers retours que j'ai, donc ça me conforte dans cette espérance. Pourquoi j'ai écrit ce livre ? Peut-être la première question. Alors, comme le disait Camille, effectivement, je suis postulatrice de la cause de canonisation de Jérôme Lejeune. J'ai donc pu avoir le temps et la joie de passer 10 ans à étudier la vie de Jérôme Lejeune, à étudier des dizaines de milliers de documents, à rencontrer pas mal de personnes qui l'ont bien connu. Et au cours de ces 10 années, j'avais vraiment, alors évidemment, envie de faire aboutir ce travail sur la cause de canonisation, mais au fur et à mesure où les années passaient, je me disais, mais il faut vraiment que je fasse partager ce trésor que je suis en train de découvrir, parce que cette vie est vraiment magnifique. Donc voilà, donc j'ai eu vraiment envie d'écrire une biographie qui pouvait être enrichie de toutes ces recherches, et je ne suis pas sûre que d'autres personnes aient l'opportunité dans leur vie de passer 10 ans sur la vie de Jérôme Lejeune. Donc c'était très dommage de ne pas pouvoir vous faire bénéficier de tout ce que j'avais pu découvrir. Et alors effectivement, je trouve que cette vie est comme un roman. Elle se déroule comme un roman. Alors c'est une histoire vraie, et dans le livre, tout est vrai. Et vous verrez que j'ai vraiment fait en sorte qu'on puisse identifier toutes les phrases qui sont vraiment de Jérôme Lejeune. Donc, je pense que les 3/4 des phrases de Jérôme Lejeune dans le livre sont vraiment de lui, sont des citations exactes de lui. Et quand elles ne le sont pas, vous pouvez l'identifier. Donc, tout est très référencé. Donc, voilà, c'était un peu l'enjeu, que ça se lise comme un roman et qu'en même temps, ce soit un livre de référence historique, où vous puissiez vraiment être sûr de vos sources. C'est important quand on parle d'une personne connue comme Jérôme Lejeune. Alors voilà, elle se déroule comme un roman, depuis la rencontre de Jérôme Lejeune avec Birthe, qui deviendra sa femme, à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Alors on pourrait écrire un roman là-dessus. Après, il y aura d'autres romans à écrire sur Madame Lejeune, ça c'est sûr, mais bon, on attendra sa mort. Et puis la façon dont la carrière de Jérôme va se développer à partir du jour où il rencontre les enfants trisomiques. Donc il y a une espèce vraiment de coup de cœur pour ses enfants, et la façon dont il engage sa vie et celle de Madame Lejeune, puisqu'il lui écrit une semaine avant leur mariage en disant: est-ce que tu es d'accord pour qu'on s'occupe ensemble de ces enfants et qu'on trouve ensemble le moyen de les guérir. Donc vraiment cette décision de vouer leur vie aux enfants trisomiques date de 1952, donc vraiment très jeune. Ils vont se marier la semaine d'après. Donc je pense que quand Madame Lejeune dit oui à Jérôme, elle dit oui aussi à ce projet, et l'avenir nous montrera, puisque aujourd'hui que Jérôme n'est plus là, Madame Lejeune est toujours là, est toujours très engagée. Voilà. Et puis ensuite, cette vie est pleine de suspense, comme tous les romans. Donc en fait, elle nous emmène de Washington à la Maison Blanche, où Jérôme Lejeune va recevoir le prix Kennedy d'Emma John Kennedy, jusqu'à Moscou, où Jérôme est envoyé par Jean-Paul II pour rencontrer Brejnev en pleine guerre froide, pour le sensibiliser, enfin l'alerter sur les risques d'une guerre nucléaire, qui est quand même un risque très présent à cette époque-là. Elle nous emmène auprès du roi Baudouin ou de la reine d'Angleterre, auquel Jérôme écrit ou qu'il rencontre pour essayer de protéger les embryons, sur lesquels il y a des lois qui se profilent, et en Angleterre et en Belgique. Elle nous emmène auprès de Mère Teresa, où Jérôme est très, très frappé par ce beau visage de Mère Teresa, tout ridé. Alors vous voyez, aujourd'hui, on voit ça comme un défaut, et Jérôme, il voyait au contraire la marque d'une vie toute donnée dans la charité pour les pauvres. Auprès de Jean-Paul II, bien sûr, l'ami. Alors Jérôme n'osait jamais parler d'amitié avec Jean-Paul II, il se sentait évidemment pas à la hauteur, mais le pape, lui, parlait de son ami, et à la mort de Jérôme Lejeune, l'a même appelé frère Jérôme. Dans la belle lettre qu'il a envoyée au cardinal 23, il l'a appelé, au cardinal Lustiger, il l'a appelé son frère Jérôme. Voilà, donc il y avait une belle amitié. Je pense qu'ils avaient le même regard contemplatif sur la création, le même amour de la beauté de la vie, et puis la même âme de poète. Il y avait beaucoup de poésie chez Jérôme. J'espère que vous la découvrirez dans ce livre. Par petites touches, j'ai essayé de la montrer. Alors, en essayant de laisser parler Jérôme au maximum, parce que tout ce que j'aurais pu dire aurait été beaucoup moins beau que ce qu'il aurait dit. Donc, j'essaie de le faire parler au maximum, et j'essaie de m'effacer au maximum derrière lui.
Et puis cette vie nous emmène aussi, évidemment, et j'allais dire d'abord, auprès de ces 9000 patients, 9000 qui sont venus du monde entier, qui venaient à Paris, donc à l'hôpital Necker, où il est ensuite, il a poursuivi toute sa carrière. Voilà, alors des enfants avec une trisomie 21, mais pas seulement, toutes les maladies chromosomiques, et même beaucoup d'enfants sur lesquels on n'avait pas fait de diagnostic, et qui venaient chercher auprès de Jérôme un diagnostic. Et puis c'est une vie pleine de rebondissements, parce que vous savez, donc il a eu cette carrière absolument extraordinaire. C'est en général ce qu'on connaît de Jérôme Lejeune, la découverte de la trisomie 21, les découvertes successives ensuite, comme la maladie du cri du chat, par exemple. Et donc cette carrière extraordinaire qui s'est ouverte à lui. Alors avant la trisomie 21, et ça c'est important, je trouve, de le souligner, il était déjà identifié comme un des grands généticiens, un généticien vraiment prometteur par les États-Unis, puisque déjà en 1957, avant la découverte de la trisomie 21, les Américains envoyaient leurs propres généticiens faire le tour de l'Europe pour voir les laboratoires les plus importants, et on venait voir Jérôme Lejeune à Paris. Voilà. Donc ça, déjà, on est en 56-57. Il était déjà nommé expert auprès de l'ONU sur les radiations atomiques. Donc à 31 ans, ses travaux sur les radiations atomiques étaient déjà reconnus comme les plus importantes dans la communauté internationale. Voilà, donc il était déjà très brillant. Et puis il s'est lancé donc, de tout son cœur et de toute sa science dans la recherche des causes du mongolisme, comme on appelait à l'époque. Donc je décris dans le livre les étapes de cette recherche, donc, ce qui me paraît important. Toutes les publications, je crois qu'il y a plus d'une trentaine de publications qu'il a signées, ou seul ou avec son chef, le professeur Turpin, avant même la publication prix du Sheps, donc de la découverte de la trisomie 21, signée donc à 3 personnes avec Marthe Gauthier. Et puis ensuite, les Américains qu'il avait déjà identifiés, là maintenant commencent à se l'arracher. Et donc on lui propose des ponts d'or aux États-Unis pour qu'il vienne travailler aux États-Unis. Du coup, à Paris, on commence à s'inquiéter en disant ça y est, il va partir. Et l'université parisienne commence à se dire il faut lui proposer quelque chose. Ce qui est quand même assez rare pour qu'on puisse le souligner, parce que l'administration et l'université française n'est pas toujours très réactive pour retenir ses talents. Et là, en l'occurrence, ils ont créé la première chaire de génétique, de cytogénétique en France, qui est une des premières chaires au monde, parce que ce qu'on ne sait pas non plus, c'est que la génétique française à l'époque était très en avance sur la génétique américaine et sur la génétique en général. Je pense que le laboratoire de Turpin avec Jérôme Lejeune était certainement un laboratoire en pointe au niveau mondial. D'ailleurs, Jérôme, dès 57 et 58, mais avant la découverte, la trisomie, a été appelé aux États-Unis dans le service du professeur Biddle, qui avait reçu le prix Nobel 2 ans après, pour monter justement une formation de génétique pour ses élèves. Donc, vous voyez, celui qui va recevoir le prix Nobel aux États-Unis invite Jérôme Lejeune à venir monter un cours de génétique à ses propres étudiants dans son laboratoire, pour vous dire à quel point le laboratoire de Jérôme, enfin de Turpin où travaille Jérôme, est vraiment à la pointe dans ces années-là, les années 60. Donc voilà, on lui offre des ponts d'or, on lui offre un poste à l'OMS qu'il refuse. Bon. Et donc il se dédie vraiment totalement à cette recherche des causes, donc on a trouvé en 58, et ensuite d'un traitement, puisque toute son énergie va être mise pour trouver un traitement pour ces enfants qu'on appelait mongoliens, et que depuis la découverte de la trisomie 21, la découverte de la cause, on appelle trisomie 21. Voilà. Donc l'université française lui propose cette chaire de génétique, et il est nommé professeur de génétique, avec les rebondissements que je vous laisse découvrir, je vous laisse découvrir, je ne peux pas tout raconter. Et puis il est propulsé vraiment au plus haut niveau mondial, donc il est nommé président de tous les congrès de génétique dans le monde. On lui envoie des stagiaires, il reçoit des demandes vraiment de partout, beaucoup des États-Unis, mais de partout. Et puis pendant tous ces congrès, en fait, il commence à sentir la pression eugéniste qui monte. Et en fait, là, je pense que c'est vraiment le rebondissement de la vie de Jérôme, un des rebondissements principaux. Si on arrive à ce croisement terrible où les théories eugénistes qui sont développées au 19e ont enfin, si j'ose dire, les moyens de leur politique grâce au progrès de la génétique. Et le plus traumatisant de tout ça, c'est que c'est justement la découverte de Jérôme Lejeune qui va permettre aux lois eugéniques, à la philosophie eugéniste, de passer à l'acte, puisque en pouvant identifier
avant la naissance les enfants trisomiques, eh bien, on va pouvoir les éliminer. Voilà. Et donc tout ça se met en place dans les années 60 et Jérôme s'en rend compte au fur et à mesure des congrès auxquels il participe aux États-Unis. Il prend conscience de cette montée en puissance de l'eugénisme et il commence à être vraiment inquiet. Alors à l'époque, il était de bon ton de s'appeler eugéniste. On lui a même proposé à cette époque-là de devenir membre d'une fondation eugéniste qui avait pignon sur rue, donc qui s'appelle Fondation Eugéniste. Voilà. Évidemment, il a refusé, je précise, je crois pas que ce soit utile, mais enfin, il faut toujours mieux être clair en ces matières. Bon. Et donc en 69, il reçoit le prix, le Allen Memorial Award, qui est le plus grand prix de génétique au monde. Et donc c'est là où, devant ses pairs, il va leur dire, il va vraiment un peu les secouer en leur disant mais il faut qu'on prenne conscience de nos choix. Est-ce qu'on veut utiliser la génétique pour faire basculer la science dans une sélection des enfants à naître, ou est-ce qu'on veut l'utiliser toujours au service d'une médecine hippocratique, donc pour essayer de soigner nos patients? Et son discours est accueilli par un silence vraiment de mort, c'est le cas de le dire. Et à partir de là, en fait, vraiment, sa carrière va basculer, va prendre un autre tournant. On voit très exactement à la courbe des invitations. Il allait très souvent aux États-Unis, il était invité dans tous les congrès. Et à partir de, alors pas de 69, parce qu'il y a encore des invitations qui courent, donc 70, 71, il va encore aux États-Unis. Et à partir de 72, ça y est, c'est fini. Il n'est plus invité dans les congrès, sauf par la Fondation Kennedy, puisque les Kennedy sont très proches de lui sur le respect des personnes handicapées, notamment parce qu'il y a une fille qui est elle-même handicapée. Et c'est tout. Les invitations s'arrêtent. Mais au même moment, et c'est ce que vraiment je l'ai découvert en étudiant sa vie de près, au même moment, et là on se dit la Providence veille quand on croit, d'autres portes s'ouvrent et beaucoup plus, lui permettant d'avoir une aura encore plus grande, puisqu'il est identifié en fait comme le meilleur témoin de la vie humaine, le meilleur témoin de ses enfants handicapés. Il a beaucoup de capacités oratoires. Je pense que parmi vous, plusieurs l'ont rencontré. Moi pas, je ne l'ai jamais rencontré. Et donc il avait vraiment ce talent, il avait fait du théâtre. Et donc c'était vraiment un des très grands témoins de la vie. Et il a été invité dans le monde entier, du coup, à témoigner de la beauté de la vie humaine. Alors pas seulement en conférence, mais beaucoup dans les tribunaux, quand il y avait des procès, comme le fameux procès de Marieville, sur ces embryons congelés qu'un couple en instance de divorce se dispute. Bon, le juge totalement démuni se dit quels sont ces embryons, sont des choses, des personnes, que dois-je faire? Et là, on appelle au secours ce professeur Lejeune. Et puis beaucoup d'autres procès aux États-Unis, il témoigne beaucoup aux États-Unis. Et puis beaucoup devant les parlements. Et donc là, qu'il emmène des États-Unis, Canada, mais en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Europe aussi, beaucoup de pays d'Europe. Donc en fait, à partir des années 75, alors bien sûr en France, toute la question de la loi sur l'avortement en France, mais dans tous les autres pays. Et donc à partir des années 70-75, il prend vraiment son bâton de pèlerin, si j'ose dire, d'apôtre de la charité, d'apôtre de la vie, et il va parler dans le monde entier. Tout ça, j'allais dire, avec un combat intérieur, je pense une question très présente chez lui toujours, qui est de trouver le juste équilibre entre toutes ces tâches. Entre cette nécessité d'annoncer la vie et de défendre ses enfants devant les parlements, donc en essayant d'empêcher des lois injustes d'être décrétées, d'être votées, et puis sa première urgence, qui est de trouver un traitement pour ces patients atteints d'un handicap mental. Et vraiment, sa première mission, c'était toujours, et tout au long de sa vie, ça a été de trouver ce traitement. Donc l'accueil en consultation et le traitement. Et son journal est au diapason de cette inquiétude. C'est-à-dire qu'au début, elle parle de sa vie de famille, sur laquelle je reviendrai un peu après. Au début, son journal parle de sa vie de famille, la naissance des enfants, etc. Et puis au fur et à mesure des années, il devient exclusivement un journal scientifique. Voilà. Ce n'est que des formules scientifiques, des recherches. On sent qu'il pense à ça toute la journée, jour et nuit. C'est une espèce d'obsession. Comment trouver ce traitement, à la fois pour les libérer de ce handicap, pour leur rendre la liberté de l'esprit, pour comprendre sa formule, mais aussi parce qu'il est devenu urgent de les guérir pour pouvoir les sauver. Parce qu'il disait en fait, c'est la seule façon de les protéger du massacre des innocents, c'est de les guérir de leur innocence. Voilà.
Donc il a tout à fait ce regard, il a vraiment ce regard prophétique. Je pense qu'il voit vraiment avec 50 ans d'avance le massacre des innocents qui est en train de se profiler. Aujourd'hui, 95% des enfants trisomiques dépistés avant la naissance sont avortés. Et les propos que je tiens en ce moment au Café Joyeux ont un sens très humain. Hein. Jérôme Lejeune ne se battait pas pour des idées, il se battait pour des personnes, pour des visages, pour les 9000 patients qu'il rencontrait. Voilà. Et donc 50 ans avant, il avait vu ça. Et le congrès de la conférence de San Francisco, vous voyez, c'est en 69, hein, seulement en 2019, donc vraiment 50 ans avant. Ce qui explique aussi que beaucoup de gens ne l'ont pas suivi alors, n'ont pas compris, ont cru qu'il était peut-être un peu exagéré dans ses propos, dans ses inquiétudes, alors qu'en fait il avait ce regard prophétique, il voyait à l'avance comment les choses allaient se passer, en utilisant sa découverte qui avait été faite pour soigner, pour guérir, et qui était retournée contre ceux-là même qu'il voulait sauver. Voilà, donc vous voyez ces rebondissements, ces suspens. Donc ça, c'est le premier niveau de lecture, je pense, du roman. Alors je vais attendre parce que le deuxième niveau est un petit peu plus spirituel, donc on va commencer par les biens temporels. Je pense une chose, je pense que dont on a peu conscience et que moi j'ai vraiment réalisé en fait en étudiant sa vie, c'est cette traversée du désert qu'il a eue à partir des années 80. Je pense qu'on peut vraiment parler de traversée du désert. Parce qu'en fait, à partir du moment où il a pris la défense de ses enfants trisomiques, il faut voir que non seulement il s'opposait donc à la loi sur l'avortement, donc non seulement il refusait d'en pratiquer, mais en plus il expliquait en quoi c'était contraire à la médecine, contraire au serment d'Hippocrate. Donc déjà, c'était mal vu par la communauté politique et scientifique, mais en plus, le choix scientifique en France a été fait justement de mettre en place une politique de dépistage et d'eugénisme, même si elle ne porte pas ce nom, mais en tout cas de dépistage des enfants trisomiques. Or lui, en disant « je veux essayer de les guérir », eh bien, était considéré comme quelqu'un qui dépensait de l'argent inutilement sur la recherche d'un traitement, puisque l'enveloppe attribuée à ces enfants-là était mise dans le dépistage et l'État ne voulait pas le mettre dans la recherche. Voilà. Alors je me joins en disant, ben moi je veux trouver un traitement, il demandait de l'argent pour les guérir et l'État commençait à voir ça, non seulement c'était une opposition idéologique, mais en plus ça coûtait de l'argent. Voilà. Donc à partir des années 80, et là commence à traverser du désert, c'est-à-dire que en fait le CNRS lui retire son équipe. Donc l'équipe des chercheurs qui travaillent avec lui, on propose à un de ses chercheurs, un de ses associés très brillants, un de ses collaborateurs, de créer une équipe parallèle. Et donc du jour au lendemain, tous le quittent, sauf le professeur, enfin qui n'est pas professeur à l'époque, mais sauf le docteur Marie-Odile Rétoré, qui travaille avec lui depuis le début, et le docteur Aimé Ravel, qui est toujours à l'Institut Jérôme Lejeune. Et l'année d'après, le CNRS lui retire tout crédit. Donc à partir de 81-82, Jérôme Lejeune ne travaille sans aucune équipe du CNRS et sans argent du CNRS. Voilà. Donc tous les crédits qu'il va recevoir, qui vont lui permettre de prolonger sa recherche, lui viennent des États-Unis, du Venezuela et d'Australie et Nouvelle-Zélande. Donc la recherche en France sur la trisomie 21 se fait pendant 15 ans qu'avec des crédits étrangers, que Jérôme Lejeune va pas mendier, mais presque, autour du monde en allant faire des conférences et puis par les amitiés qu'il a pu créer avec ces différents pays. Donc vraiment, pardon, il faut voir quand même que cette personne qui était au sommet de la communauté scientifique, au sommet de la communauté génétique dans le monde, du jour au lendemain se retrouve, il doit déménager, il doit quitter ses bureaux, son laboratoire, du jour au lendemain, il se retrouve tout seul, assis sur ses caisses avec un collaborateur et sans argent. Voilà. Lui qui était au top. Donc et il accepte ça. Il accepte ça, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas d'amertume. Et ça, ce sera le deuxième volet, après la lecture un peu romancée, vraie, mais sur un rythme de roman, il y a la lecture plus spirituelle et on verra l'épanouissement justement de cette sainteté, de ces vertus, dont fait partie, je pense,
cette sérénité d'âme malgré les épreuves. Alors peut-être on peut venir sur certains, voilà, je vais mettre le projecteur sur certains points rarement évoqués, dont on ne pense pas forcément quand on parle de Jérôme Lejeune. Alors d'abord la vie de famille, et c'est vrai que dans ce livre j'ai essayé de... Enfin c'est pas... En fait non, je n'ai pas essayé particulièrement de montrer la vie de famille, et je ne pensais pas du tout que Madame Lejeune prendrait tant de place dans le livre. Voilà. Et donc c'est amusant parce que le jeu d'écriture fait que le livre a sa vie aussi. Et vraiment, en fait, Madame Lejeune, au fur et à mesure de l'écriture, eh bien, j'ai vu qu'elle était omniprésente. Alors, je le savais, je n'ai rien inventé. Depuis cette première lettre, quand ils sont jeunes fiancés, où ils décident ensemble de s'occuper des enfants mongoliens, jusqu'à aujourd'hui, Madame Lejeune est omniprésente. Mais on le voit vraiment dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle a toujours cette phrase, dès qu'il rentrait, elle disait, cette phrase qui est devenue légendaire dans la famille Lejeune, c'est « T'as vu qui t'a dit quoi ?» Voilà. Donc, à chaque fois qu'il rentrait, donc à tous les repas, tous les déjeuners, tous les dîners qu'il prenait rue Galande, donc chez eux, il racontait à Birthe tout ce qu'il faisait. Et Madame Lejeune a vraiment été son bras droit, son meilleur soutien. Pour ceux qui la connaissent ne seront pas étonnés, Madame Lejeune est la force incarnée. Voilà. Et je pense que Jérôme Lejeune n'avait pas forcément cette force, en tout cas physique, humaine. La force spirituelle s'est développée, mais cette force humaine, il était plutôt secondaire, poétique. Comme dit Madame Lejeune, il écrivait des lettres magnifiques, mais il les posait sur le bord de la cheminée. Et si j'étais pas là pour les mettre dans une enveloppe, les timbrer, elles seraient toujours là empilées. Voilà. Et je pense que ça décrit assez bien la complémentarité de ce couple, tout à fait providentiel dans leurs différences. Et vous verrez dans le livre, justement, on voit que Madame Lejeune a joué un rôle aussi très déterminant dans toute cette période de l'avortement en France. Et parfois, Jérôme est aux États-Unis et Madame Lejeune lui écrit en lui disant tout ce qu'elle a fait dans la journée devant une urgence qui s'était profilée. Et moi-même, en découvrant cette lettre, je suis restée absolument sidérée en me disant mais elle est absolument incroyable. Et je pense qu'on a beaucoup de chance d'avoir Madame Lejeune de notre côté plutôt que d'un côté adverse sur les questions de la vie, parce qu'elle est d'une efficacité absolument extraordinaire. Voilà. Donc on voit bien ça, je pense, enfin en tout cas j'ai essayé de le montrer dans le livre, la complémentarité du couple et de voir que derrière Jérôme Lejeune, il y a une grande femme. Voilà. Il n'y a pas de grand homme sans une grande femme à côté. Et je pense que dans le couple de Jérôme Lejeune, c'est absolument évident. Un autre point qu'on oublie souvent ou qu'on ne connaît pas, c'est ce rôle international de Jérôme Lejeune. Je vous en ai déjà parlé, mais en France, on croit souvent que voilà, il était connu en France. Or, c'était vraiment une star dans le monde entier, et notamment aux États-Unis, beaucoup. En Amérique latine aussi, beaucoup. Et aujourd'hui, comme postulatrice, j'en vois encore les effets, puisque je reçois des demandes de reliques, des demandes de prières, absolument du monde entier. Voilà. Et je reçois des témoignages de grâce absolument du monde entier, et parfois j'en suis moi-même vraiment tout à fait émue. J'ai reçu il y a quelque temps, par exemple, une demande de relique d'un séminariste au Brésil. Il a donné le nom de sa ville, et j'ai regardé sur Internet, sur la carte, par curiosité. Autant vous dire que c'est perdu au milieu de la forêt, à l'autre bout du Brésil. Je me demande encore comment il a entendu parler de Jérôme Lejeune. Et il le connaissait vraiment, puisqu'il me décrivait pourquoi il avait cette dévotion à Jérôme Lejeune, etc. Donc voilà. Donc alors il faut dire que ce que je vous disais, il a été invité dans le monde entier à faire des conférences. Il a vraiment aidé à la mise sur pied de beaucoup de mouvements de défense de la vie dans beaucoup de pays, notamment en Amérique latine. Donc tout ce volet international qui est peu connu du grand public français et qui est pourtant très important. Et qui fait que la réputation de sainteté de Jérôme Lejeune se développe, continue de se développer dans le monde entier. Et puis, donc, le deuxième volet, donc après le roman, ce deuxième niveau de lecture qui est plus spirituel, on voit au fur et à mesure de sa vie se déployer cette sagesse, d'où le titre, La liberté du savant. Parfois, on m'a dit, mais pourquoi vous ne mettez pas liberté du scientifique, qui est un mot plus à la mode? Parce que justement, scientifique, ça enferme plus. Scientifique, c'est bien, on est un bon technicien, très bien. Mais le savant, il y a évidemment une dimension de sagesse derrière, qui est propre à Jérôme Lejeune. Enfin, propre, non, il y en a d'autres. Mais enfin, qui est en tout cas très typique de Jérôme Lejeune.
et par son éducation très humaniste. C'est une époque où on apprenait le latin, le grec, les lettres, donc il est riche de toute cette culture. Et puis par sa propre sagesse personnelle. Et je crois que, une des phrases qui peut vraiment le définir, moi j'aime à dire, alors c'est des mots très, très chrétiens, donc pas pour tout public, mais j'aime à le décrire comme un serviteur de la vie et un serviteur de la vérité. Alors on connaît souvent sous le serviteur de la vie, peut-être moins sous cette appellation de serviteur de la vérité, et pourtant je me demande dans quelle mesure elle n'est pas première, en tout cas c'est vraiment ensemble. Il aimait beaucoup le prologue de Saint Jean, c'est pas un hasard, ce prologue l'inspirait beaucoup. Et je l'appelle aussi serviteur du Verbe incarné, parce que là je crois qu'on a tout dit en fait. Serviteur du Verbe incarné, je pense qu'on a dit Jérôme Lejeune en 4 mots. Verbe incarné dans ses patients, qui voyaient le Christ, il les soignait en voyant en chacun d'eux le Christ, et puis du Verbe, le Logos. Et ça c'est un point très important à mes yeux, de Jérôme Lejeune, c'est l'intelligence de Jérôme Lejeune. Voilà, il avait une intelligence absolument géniale, au sens propre du terme. Il s'intéressait à tout. Il aurait pu être un grand mathématicien, un grand physicien. Il s'intéressait beaucoup au mouvement des astres. Il s'était acheté une lunette pour regarder les étoiles. Lui qui n'avait jamais un sou sur lui, qui ne s'est jamais rien acheté de sa vie, le seul cadeau qu'il s'est fait, c'était une lunette astronomique. Et je pense qu'il aurait excellé dans toutes ces matières. Et en fait, il a choisi, et ça c'est très émouvant, il a choisi de consacrer son immense intelligence à ces patients qui étaient justement blessés dans leur intelligence. Et donc là, on retrouve un mouvement vraiment évangélique, donc ce génie est mis au service de ceux qui sont blessés dans leur intelligence. Et c'était vraiment un choix délibéré, c'est pas parce qu'il n'avait rien d'autre à faire, c'est parce qu'il a voulu vraiment leur consacrer sa vie. Voilà. Et cette intelligence extraordinaire, il la met au service de sa foi. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas d'un côté le chrétien et d'un côté le scientifique. C'est vraiment un scientifique chrétien, ce qui veut dire qu'il lit l'Évangile, la Genèse, avec les yeux d'un scientifique. Donc, vous verrez dans le livre la façon dont il analyse, par exemple, la visitation. Voilà. Il compte le nombre de jours que Marie a mis pour aller voir Élisabeth. Moi, j'avoue que je n'ai jamais calculé le nombre de jours qu'on met à pied ou à Anne pour aller... Voilà. Lui, il a calculé. Et puis, voilà, il s'est dit, donc elle a mis 1 semaine. Et donc, quand elle est arrivée devant Élisabeth, Jean-Baptiste a tressailli dans le sein de sa mère à l'approche de Jésus, qui n'avait qu'1 semaine. Voilà. C'était un embryon d'1 semaine. Par exemple. Et puis, il a beaucoup étudié la Genèse, donc l'apparition d'Adam et Ève. Bon. Donc, il scrutait vraiment la Bible avec les yeux d'un scientifique. Et ce qui est très beau, c'est que jamais il n'a voulu utiliser la science pour s'opposer à la foi. Non seulement ça, il a toujours montré que la foi et la science marchaient de pair. Voilà. Puisqu'elles cherchaient toutes les deux la vérité. Donc, la foi nous révèle la vérité et la science nous aide à la découvrir avec nos petits moyens humains de calcul, d'analyse, d'observation du monde. Il disait, et si parfois vous avez l'impression que la science et la foi se contredisent, gratouillez encore un peu, c'est que la science n'a pas dit son dernier mot. Voilà. Et ça, c'est important parce que ça lui a valu aussi quelques inimitiés dans le monde scientifique, où il est de bon ton plutôt d'opposer la science à la foi, notamment sur l'apparition d'Adam et Ève, puisque le darwinisme est quand même un cheval de Troie contre la foi, est utilisé comme un cheval de Troie contre la foi. Et en fait, ça fait vraiment partie intégrante de sa sainteté. Et je trouve ça important de le souligner. Jérôme a été saint avec son intelligence. Et son intelligence l'a aidé à devenir saint, oui. S'il n'avait pas utilisé son intelligence géniale dans son chemin de sainteté, il n'aurait pas été saint, parce que le Seigneur lui avait fait ce don et il l'a exploité, et dans le bon sens du terme, au maximum. Et je trouve que pour les chrétiens, c'est important de se dire, eh bien, je dois être saint aussi avec mon intelligence, et donc la déployer dans cette recherche de Dieu. Donc Jérôme était aimanté par la vérité. Donc aimanté par la vérité, avec un amour inconditionnel pour ses patients. Donc évidemment, quand surgissent ces lois qui lui demandent d'éliminer ses patients, eh bien, premièrement, c'est un non-sens intellectuel, c'est le contraire de la médecine. Donc son amour de la vérité, il dit non, ça je peux pas. Et puis son amour inconditionnel, charnel pour ses patients, dit aussi je peux pas. Voilà. Et de cette foi, donc l'intelligence tournée vers la vérité, et de cette charité, vraiment sont, je pense, nés, c'est pas très théologique ce que je dis, mais vous comprendrez, sa force. Voilà. Il est devenu fort en puisant dans cet amour et dans cette foi. Lui-même disait au début de sa vie qu'il ne se sentait pas fort. Alors ça fait sourire tous les gens qui l'ont connu après, parce que pour qui il symbolise plutôt la force, mais lui il ne se sentait pas fort. Et je pense que cette force, et on le voit dans le développement de sa vie, est vraiment née de cet amour et de cette foi.
Voilà. Donc c'est un peu la deuxième lecture, le deuxième niveau de lecture de ce livre. On voit se déployer toute cette sagesse. Et je crois que je vais arrêter là, parce que sinon, vous allez avoir très faim et très soif. Voilà. Et donc ce que je souhaite aux lecteurs, c'est vraiment qu'ils aient la même joie en lisant ce livre que celle que j'ai eue moi à étudier cette vie pendant 10 ans. Vraiment, c'était une joie incroyable. Alors, il y a le fait d'être à Rome, bien sûr, mais pas seulement. Parce qu'on sent... Il y a très peu de personnes, il n'y a que 2 personnes moi, qui me font cet effet-là, Jérôme Lejeune et j'ose le nom, Benoît XVI. C'est-à-dire qu'il y a une telle excellence intellectuelle, un tel niveau intellectuel, et une telle perfection de l'amour qu'on sent à la fois son cœur et son intelligence se dilater. Mais vraiment, c'est physique. Il y a une dilatation de l'intelligence et du cœur. Alors parfois, vous savez, intellectuellement, on lit un texte extraordinaire, on se dit c'est beau, mais le cœur n'est pas assouvi. Parfois, c'est très beau, on sent plein d'amour, mais bon, intellectuellement, c'est un peu pauvre. Et là, avec Jérôme, on a les deux. Donc c'est une espèce une dilatation de l'intelligence et du cœur. Je ne trouve pas d'autres mots parce que ça décrit vraiment ce que j'ai ressenti en passant toutes ces années à le lire. Et c'est vraiment cette joie que je souhaite à mes lecteurs. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Sur le titre, tu as parlé du deuxième terme, le mot savant. Sur la liberté, comment est-ce que tu pourrais expliquer comment est-ce que tu l'entends et à quoi tu fais référence particulièrement ? Émeric, tu es formidable. C'était le dernier point que je voulais aborder que j'ai oublié. Justement, sa liberté est vraiment née, est vraiment le fruit de cette unité profonde entre son cœur et son intelligence. Donc il avait vraiment une claire vision de la vérité, il avait une conscience très droite, et puis donc cet amour inconditionnel pour ses patients. Et du coup, cette certitude de l'amour et de la vérité lui indiquait le chemin. Et donc ensuite on pouvait lui dire il faut aller par là, et il disait non, le chemin c'est là. Donc ça lui donnait une liberté tout à fait profonde, tout à fait absolument exceptionnelle en fait. Et donc quand on a essayé de le faire taire, quand on lui a enlevé ses crédits, quand on lui a enlevé son équipe, il aurait suffi, en fait c'est vraiment héroïque parce que il aurait suffi d'un mot, il aurait suffi d'un silence, il aurait suffi qu'il ne dise rien sur l'avortement. On ne lui demandait pas d'en pratiquer, il n'en pratiquait pas et ça suffisait. Il suffisait qu'il se taise. Et il aurait eu la paix, il aurait eu tout. Il aurait continué à présider tous les congrès, être invité partout, sa carrière aurait continué à faire... il pouvait difficilement aller plus haut, mais en tout cas à se maintenir à ce niveau international. Et en fait, il a senti de son devoir de prendre la parole, de devenir l'avocat des sans-voix. Il s'est dit, si moi qui suis leur médecin, je ne prends pas leur défense, ce n'est pas eux qui vont pouvoir se défendre tout seuls. Donc je dois parler. Donc il a senti ce devoir intérieur de parler, et il l'a fait en ayant tout à fait conscience des risques qu'il prenait. Et quand il est parti à San Francisco recevoir ce prix et faire ce discours, il savait très bien les risques qu'il courait. Et il les a pris. Et quand il revient après en France, il écrit dans l'avion en disant je savais qu'on ne pardonnerait pas cette liberté de ton, et que cela me vaudrait sans doute mon prix Nobel, parce qu'il aurait dû recevoir le prix Nobel pour ses travaux. Mais entre tordre le cou au prix Nobel et tordre le cou aux enfants trisomiques, y avait-il matière à réflexion ? Voilà. Donc, il sait où est son devoir et il y va, et sans vraiment aucune inquiétude pour lui-même. Et les nombreuses conférences qu'il a données, dont certaines à la Mutualité, à la Cato à Paris, qui sont finies de façon très agressive contre lui, très violente. Vous verrez dans le livre, vraiment très violent. Et on entend les enregistrements, parce que c'était enregistré, c'est vrai que c'est incroyable. Il garde une voix très calme, mais forte en même temps. Il invite les gens à sortir de la salle. Et on entend des hurlements, des cris. Et lui est d'une sérénité incroyable. Et il rentre chez lui, il est serein. Il n'a pas peur. Et sa famille, les enfants sont sidérés. Ils disent, enfin, tu n'as pas peur ? Il dit, non, mais ce n'est pas pour moi que je me bats, c'est pour ses enfants. Donc en fait, rien ne l'atteint parce que c'est jamais pour lui. Et quand parfois on lui dit, mais est-ce que tu arrives à pardonner à tous ces gens qui te veulent du mal ? Il dit, non, mais j'ai rien à pardonner. En fait, c'est pas à moi qu'ils en veulent. C'est à mes idées, mais ça n'a pas d'importance. Donc en fait, lui n'existe pas. Il n'y a que les patients. Donc ça lui donne cette grande liberté. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est quand je cherchais le titre de ce livre, donc j'hésitais entre plusieurs titres, et puis je m'étais arrêtée sur la liberté du savant. Bon, puis on a toujours un petit doute, on dit peut-être qu'on pourrait trouver mieux, etc.
Et vraiment, ça je pensais un petit fiorito. Donc j'étais toujours plongée dans les documents de Jérôme Lejeune. Et je tombe ce jour-là, enfin sur le lendemain du choix du titre, pas encore définitif, je tombe sur un texte de Jérôme Lejeune qui était invité à une conférence en France. Et il répond à celui qui l'invite. Le titre « La liberté du savant » est très beau, c'est exactement ça, parce qu'il y a la double liberté du savant chrétien. Et là, je me dis, non, mais c'est quand même incroyable, quoi. Et je ne me souvenais pas avoir jamais lu cette lettre avant. Je me dis, voilà, incroyable. Donc j'avais la confirmation, je crois que c'est le titre qu'il fallait pour le livre. Pardon, moi j'avais une question, vous avez beaucoup évoqué l'aspect scientifique, etc. Mais par rapport à la force d'âme qu'il a eue dans un contexte difficile, quelles sont les influences intellectuelles d'une part et spirituelles d'autre part qui l'ont soutenu dans ce combat? Voilà, on est dans les années 50-60, il y a Bernanos. Voilà, qu'est-ce qui, intellectuellement et spirituellement, le nourrit et lui donne la force de tenir? Alors, ce qui le nourrit d'abord, c'est sa foi. Pardon, hein, vous avez l'impression que je me répète, mais c'est ça. Et c'est vraiment, je pense vraiment que c'est la grâce de son baptême. Donc, qui se déploie dans sa vie. C'est l'évangile. Et cette phrase, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez faite, c'est vraiment la phrase qui a dirigé sa vie. Et qu'on va retrouver très souvent à la fin de ses conférences, dans la deuxième partie de sa vie. Non pas les conférences scientifiques, mais dans les conférences grand public. Donc je pense que c'est vraiment cette phrase qui lui indiquait le chemin. Après, il avait cette nourriture reçue dès l'adolescence et qu'il a fait grandir après, donc, des classiques, hein, notamment saint Thomas, qu'il voyait comme le meilleur rempart contre le matérialisme. Donc, voilà. Il lisait, il méditait beaucoup la Bible, donc ce qui le nourrissait. Et après, dans les intellectuels de l'époque, il nourrissait une grande amitié avec Marcel Clément, donc je pense qu'il parlait beaucoup. Ils échangeaient beaucoup sur toutes ces questions, sur ses combats, sur, par exemple, la conférence qu'il a faite à Notre-Dame. Il a demandé de la relire. Et la première conférence qu'il a donnée à un synode des évêques à Rome, il a demandé à Marcel Clément de la relire. Voilà. Et puis, bien sûr, évidemment, après, l'amitié avec Jean-Paul II. Et donc, qui est arrivé plus tard, évidemment, quand Jean-Paul II a été élu pape. Je pense que la vraie rencontre, ils se sont rencontrés un an après l'élection de Jean-Paul II, au milieu des académiciens, puisque Jérôme avait été nommé membre de l'Académie pontificale des sciences par Paul VI. Et quand Jean-Paul II a été élu pape, il a rencontré les académiciens l'année d'après. Et là, je pense que c'était la première rencontre avec Jérôme. Et ce jour-là, le pape a fait un très beau discours sur la science et la foi. Et en lisant ce discours, je me disais, mais Jérôme a dû être émerveillé, parce que c'est tellement ce qu'il vivait, ce qu'il ressentait, il a dû se dire, mais ça, c'est mon pape, quoi. Je pense que dès ce jour-là, il a dû... Bon. Et voilà. Et puis en 81, ils ont déjeuné ensemble. Je crois que c'est la première fois qu'ils déjeunaient ensemble, le jour de l'attentat du Saint-Père, donc qui a totalement bouleversé Jérôme. Et cette amitié avec Jean-Paul II l'a beaucoup fortifié, l'a nourri. À l'époque, les relations avec le positionnement de l'Église de France n'était pas très engagé, disons, sur les questions de la vie. Donc Jérôme Lejeune n'y trouvait pas beaucoup de soutien. Et cette amitié avec Jean-Paul II l'a évidemment beaucoup soutenu. Je pense qu'à un moment, il n'y en a aucune trace nulle part, mais forcément, il a dû se dire parfois, mais est-ce que c'est pas moi qui me trompe quand vous êtes tout seul contre tout le monde? Je n'en ai aucune trace, hein, donc je m'avance peut-être. Je pense qu'il avait une conscience tellement droite qu'en fait, il devait à peine se poser cette question. Enfin, quand même, je pense que quand le pape vous dit, voilà, c'est la ligne, ça vous conforte, forcément. Voilà. Et surtout un pape comme Jean-Paul II. On sait que Jérôme Lejeune a quand même énormément souffert de ce que sa découverte ait servi à éliminer les trisomiques. Est-ce que tu as jamais eu le sentiment qu'il ait regretté ce qu'il a fait au cours de sa vie? Est-ce qu'il a regretté ce travail scientifique? Non. Enfin, je sais qu'il n'a pas regretté. Et on lui a posé la question, il y a des courriers qui lui posent la question, et il répond en disant non, parce que de toute façon, cette découverte aurait été faite. C'était dans l'air du temps, hein, c'était... voilà. Et la découverte est bonne en elle-même. Donc on ne va pas s'empêcher d'avancer sous prétexte que des choses bonnes peuvent être dévoyées. Voilà. Mais c'était vraiment un crève-cœur. Le double drame, c'est qu'en fait, lui a découvert donc, comment identifier les enfants, les personnes trisomiques, mais que la deuxième découverte qui a permis l'avortement, donc qui est celle de l'amniosynthèse, a été faite par Cyril Lillet, qui est un néo-zélandais chrétien, grand chrétien,
et qui avait aussi fait cette découverte pour sauver des fœtus donc in utero qui pouvaient avoir une difficulté. Donc il est le premier à avoir inventé la myosynthèse. Donc 2 découvertes faites par 2 grands chrétiens pour sauver les patients ont été retournées contre eux. Et Jérôme Lejeune était un grand ami de Cyril Hillet, qui était devenu aussi un très grand héros dans les 2 sens de la vie, notamment en Nouvelle-Zélande et en Australie. Mais donc non, il n'a jamais regretté. Il a regretté l'usage qu'on était fait. Et quelle trace a-t-il laissé dans l'Église et dans la communauté scientifique? Quel est son héritage éthique et spirituel? Sur le plan scientifique? Scientifique et éthique. Dans l'Église? Dans l'Église et dans la communauté scientifique. Ah, d'accord. Dans l'Église, vous voyez, il y a son procès de canonisation qui est ouvert. Donc, dans la communauté des croyants, sa réputation de sainteté est vraiment large dans le monde entier. Au moment de sa mort, le jour de sa mort, il y a une pétition en Amérique latine qui a été signée par une 50aine de personnes, qui est envoyée à Rome pour demander l'ouverture du procès de canonisation. Les premiers officiellement à demander l'ouverture du procès sont le cardinal Angelini, qui était le préfet il était le président du Conseil pontifical pour la santé. Ensuite, le cardinal Screccia, qui était le président de l'Académie pontificale pour la vie. Donc vraiment au plus haut niveau de l'Église. Voilà. Et la lettre de Jean-Paul II, donc du pape à la mort de Jérôme Lejeune, donc que le Saint-Père a envoyé au cardinal Lustiger pour le jour de l'enterrement, est absolument magnifique. Et alors évidemment, il ne dit pas il est saint, parce qu'il ne peut pas engager, mais quand on connaît un peu le vocabulaire du Saint-Siège, on voit très facilement entre les lignes. Voilà, il dit quand même que c'est un exemple, il doit être un exemple pour le monde chrétien, pour la communauté chrétienne et pour le monde. Donc pour Jean-Paul II, c'était... Et je sais que quand Jean-Paul II a appris la mort de Jérôme Lejeune, il a dit cet homme est prêt pour la canonisation, tout de suite, le jour même où il a su. Donc voilà, au niveau de l'Église, la hiérarchie, c'est clair. Au niveau du peuple de Dieu, donc je peux vous donner un exemple qui m'est arrivé quand je suis arrivée à Rome, donc il y a 6 ans. Je me promenais dans les rues avec une amie et puis tout d'un coup, elle me présente 4 personnes à une terrasse de café et elle leur dit qui je suis. Bon. Et ces 4 femmes arrivaient d'Amérique latine, donc Argentine, Brésil, Uruguay et je ne sais plus, mettons Chili. Je ne suis pas sûre du 4e pays. Et ces 4 femmes, quand elles ont su ce que je faisais, il y a eu une émotion incroyable. Il y en a 2 qui ont commencé à pleurer, mais vraiment, moi, c'est quand même assez étonnant. Vous êtes là, bon. Et en fait, toutes les 4 m'ont dit nous sommes médecins et je prie. Donc les 4 m'ont dit je prie tous les jours Jérôme Lejeune pour m'aider à pratiquer ma médecine du mieux possible pour mes patients, à toujours respecter la vie. Et je prie tous les jours pour sa canonisation. Et ensuite, elles m'ont demandé des reliques avant de repartir dans leur pays, etc. Donc vous voyez, des gens que je n'avais jamais entendu parler dans ces 4, à l'autre bout du monde. Le cardinal Ouellet, le cardinal Sarah sont venus l'année dernière, il y a 2 ans, célébrer la messe anniversaire à Paris. Ils ont été se recueillir sur sa tombe. Et en fait, pour eux, mais comme pour les autres, ce qui les émerveille et ce qui les aide, je pense, ce qui les inspire, c'est ce courage héroïque de Jérôme de toujours indiquer la voie de la vie et la voie de la vérité. Et puis cette lumière, en fait, qui émane de lui. Moi, je vous disais, je ne l'ai jamais rencontré, et je suis sûre parmi vous, plusieurs l'ont rencontré, et tous ont été frappés par son regard, qui était des fenêtres sur le ciel, pour prendre une expression que Jeanne me disait tout à l'heure, mais que j'ai déjà entendue. Voilà, c'est vraiment Dans la communauté scientifique, autre question, eh bien, la Fondation Lejeune et son œuvre posthume, puisque la Fondation s'est créée juste après sa mort, mais vraiment pour poursuivre son œuvre de soins, de recherche. Donc la Fondation a créé l'Institut médical Jérôme Lejeune, qui accueille aujourd'hui 10 000 patients avec un handicap mental, donc pas seulement la trisomie 21, toute maladie chromosomique. Donc on les accueille pour un soin, un accompagnement médical. La recherche, donc la Fondation finance, la Fondation Jérôme Lejeune finance et pratique elle-même. Donc on a de la recherche clinique, on a des programmes de recherche fondamentale et on finance beaucoup de laboratoires dans le monde qui font la recherche fondamentale. Et quand Jérôme est mort, il n'y avait pas de recherche sur la trisomie. La recherche s'arrêtait avec lui. Donc c'est pour ça que la Fondation s'est créée pour continuer. Et au début, la Fondation était la seule à chercher. Et à force
de faire des appels d'offres, de proposer des bourses, de l'argent à des chercheurs qui voudraient chercher sur la trisomie 21. Maintenant, je crois qu'il y a une trentaine de chercheurs qui travaillent dans le monde. Voilà. Donc, on a relancé, Jérôme Lejeune, et à la suite, sa fondation a initié une recherche sur la trisomie dans le monde. Et il y a un chercheur italien, par exemple, Pierluigi Stripoli, qui reprend toutes les publications de Jérôme Lejeune, 500 publications, et énormément produits, et qui les reprend toutes, et qui repart de ses publications pour ses propres recherches. Et notamment une intuition de Jérôme Lejeune sur la CBS, donc l'enzyme CBS, la cystiatonine bêta-synthase, voilà, sur lequel il avait commencé des travaux et qui est aujourd'hui aussi une recherche que nous faisons et qui paraît très intéressante. Voilà sur tout ce qui est handicap mental. Après, je ne vous ai pas parlé de ça, mais il s'intéressait aussi par exemple au Saint-Suaire de Turin. Il a fait beaucoup de travaux sur le Saint-Suaire de Turin, notamment à l'époque du carbone 14, où il a montré que cette étude n'était pas valable. Voilà. Donc il a laissé beaucoup de traces qui aujourd'hui continuent de nourrir la recherche. Dans le processus de canonisation, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a un calendrier? Comment ça se passe? Alors, il y a un calendrier que seul le bon Dieu connaît. Voilà. Alors, nous sommes dans la phase romaine, la phase diocésaine. Donc, l'instruction de l'enquête s'est déroulée de 2007 à 2012. Donc, 5 ans pour instruire le dossier, donc réunir toutes les archives, les étudier, les faire étudier par les théologiens, par les historiens, et puis le tribunal, donc le tribunal diocésain, qui entend les témoins, donc plusieurs dizaines de témoins. Tous ces documents, toutes ces preuves historiques et de témoignages sont réunis. Nous avons réuni 15 000 pages en 3 exemplaires, donc 45 000. Ensuite, une belle cérémonie de clôture à Notre-Dame, je ne sais plus très bien, en avril 2012, je crois, ou en février. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et ensuite, tous ces documents sont envoyés à Rome. Et le postulateur, pour l'enquête romaine, n'est pas forcément le même que le postulateur diocésain, doit habiter Rome. Donc moi, j'étais vice-postulateur de l'enquête diocésaine. C'était le père Jean-Charles Nau, le père abbé de Saint-Vendry, qui était postulateur à l'époque. Et donc, nous avons échangé, parce qu'évidemment, il ne pouvait pas partir avec tous ces moines à Rome. Donc je me suis sacrifiée, je suis partie et voilà. Et donc pendant 4 ans à Rome, 2012-2016, donc j'étudie tous ces documents pour rendre la positio, donc l'étude sur les vertus. Donc on doit étudier chaque vertu et à l'aune de ces 15 000 pages. Et donc j'ai rendu la positio en avril 2017, donc il y a 2 ans, bientôt 2 ans. Et maintenant je suis dans la file d'attente, puisqu'il y a des centaines de positios. Et il y a 5 rapporteurs, donc vous voyez le goulot d'étranglement. Et ensuite, chaque position doit être étudiée par un collège de cardinaux et de théologiens qui se réunissent 2 fois par mois. Voilà. Donc c'est ce qui nous donne une moyenne d'attente de 5 à 10 ans. Donc nous sommes à 2 ans. Donc j'ai bon espoir que pour Jérôme Lejeune, on n'attende pas 10 ans. J'ai espoir que nous n'attendions pas 5 ans, mais voilà, je suis dans l'espérance. Je ne sais pas plus. Et après, il faut un miracle. Alors, l'étude des vertus n'a pas besoin de miracle, on étudie les vertus, voilà. Donc, quand les théologiens, les cardinaux vont se réunir, ils vont décider à la fin de cet entretien, ils vont voter, oui ou non, le serviteur de Dieu, Jérôme Lejeune, a vécu toutes les vertus à un niveau héroïque. Si c'est non, eh bien, au revoir. Et si c'est oui, il sera déclaré vénérable, si le Saint-Père le veut bien. Mais ce n'est pas une décision du Saint-Père, c'est une décision de ce collège des cardinaux et théologiens. Et ensuite, il faut pouvoir proposer un miracle qui sera étudié, ceci un long processus, parce que l'enquête sur le miracle est vraiment très très précise aussi, à la fois sur le plan théologique et sur le plan médical. Et si le miracle est reconnu, à ce moment-là, il sera bien heureux, béatifié, et ensuite un deuxième miracle pour qu'il soit canonisé. Alors là, par définition, les miracles, je ne maîtrise pas totalement tout, donc voilà. Donc ma part dans le miracle, c'est de faire connaître Jérôme Lejeune, de le faire prier, de distribuer des images, des reliques, d'inviter à ne prier que Jérôme Lejeune et pas une ribambelle de saints en même temps, parce que sinon on ne sait pas à qui attribuer le miracle. Donc c'est un problème parfois, parce que beaucoup de gens prient Jérôme Lejeune et Jean-Paul II, son grand ami. Et alors pour le postulateur, c'est toujours un peu délicat de dire non, surtout ne priez pas Jean-Paul II. Et le pire, c'est quand on me dit je vais aussi prier Saint-Joseph. Et là, dire non, je vous en prie, pas Saint-Joseph. Donc ça, je ne peux pas le dire, mais voilà. Donc il faut surtout prier.
Donc vous n'avez pas encore de miracle dans la poche. Alors, Est-ce qu'on a le droit de les collecter dès maintenant? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah ben, si je peux proposer un miracle dès maintenant, je passe sur la file accélérée d'études. Donc c'est au contraire, c'est bien. Vous en avez pas encore. Alors, j'ai des dossiers. Il y avait un dossier très intéressant, mais que je ne vais pas présenter parce qu'il y a un tout petit doute quand même sur l'IRM. Donc voilà, je ne vais pas le présenter. Sur le plan théologique, c'était parfait. La jeune fille dans le coma s'est réveillée pendant la clôture du procès diocésain à Notre-Dame, au moment où on priait pour elle. Donc là, c'était quand même assez extraordinaire. Mais j'ai déjà présenté le dossier médical et il y a un tout petit doute. Il y a un cas sur 10 000 de personnes comme ça qui se réveillent. Alors moi, je veux 0 doute pour Jérôme Lejeune. Je veux que vraiment le dossier soit un bon gros miracle bien dodu, où il n'y ait pas de doute, parce que même pour Jean-Paul II, certaines personnes mal intentionnées essaient de dire que ce n'était pas un vrai miracle. Comme Jérôme Lejeune, certaines personnes essaieront de dire que ce n'est pas un vrai miracle, je veux quelque chose sans doute, voilà. Et j'ai un autre dossier là, vraiment intéressant, mais je n'en dis pas plus pour l'instant. Sur le plan scientifique, il n'y a aucun doute. Ce que je peux dire, c'est que sur le plan scientifique, il n'y a aucun doute. Le médecin qui suit cette personne ne croit pas en Dieu, est athée et a dit que cet homme était mort. Il était déclaré mort, il s'est réveillé, il n'a pas de séquelles. Donc moi, je peux dire que sur le plan scientifique, c'est inexplicable. Voilà. La difficulté maintenant, c'est de retrouver le patient qui a disparu de la circulation. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, non, mais être postulateur, c'est plein de rebondissements aussi. Voilà, il y a une partie Sherlock Holmes, vous voyez. Donc, voilà. J'espère un jour pouvoir vous en dire plus sur ce miracle, parce que si j'arrive à retrouver cette personne et qu'on n'a prié que Jérôme Lejeune, c'est ça qu'il faut que je puisse montrer. Là, sur le plan scientifique, il n'y a aucun doute. Et Jérôme Lejeune, vous l'entendez. Mais je commence. Je lui ai dit qu'il a déjà fait le plus difficile, donc maintenant, il faut qu'il... Voilà. Merci Aude. Merci. Moi, je vous en prie. Merci.